Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans le premier épisode de ma série sur mon année de césure. Et ce premier épisode se déroulera dans les Cévennes étant donné que j'avais trouvé un hôpital de la faune sauvage où j'avais un poste d'éco-volontaire. Et donc je vous conseille quand même de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, même si elle est assez longue, puisque j'ai essayé d'accumuler le plus d'informations possible et vous pouvez la regarder en plusieurs fois si vous voulez. Donc c'est bon, je pense que je suis bien installée, je vous retrouve dans mon nouveau logis. Donc je vais pas vous faire un peu le tour de ce logis vu que c'est pas le mien. Donc c'est juste un endroit où je serai de passage étant donné que cette année je vais vraiment pas mal voyager, faire des petits sauts de puce en France et peut-être dans le reste du monde, mais je ne pense pas, vu que je pense qu'il y a déjà plein de choses à faire en France et j'aime beaucoup ce pays, donc je pense que je vais rester ici. Et donc là pendant ces prochains 3 mois, s'il n'y a pas de problème avec ma fac, vu que l'administration à la fac, comment dire que c'est très compliqué, je devrais faire justement plein de petits voyages, me faire vraiment une expérience de la vie, une expérience différente. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris cette année de césure, même si je vous ai pas trop mis au courant, parce que le but de cette chaîne c'est pas non plus de raconter ma vie en détail. Mais j'ai vraiment envie d'apprendre plein de nouveaux savoir-faire, plein de compétences, de connaissances, vu que c'est vraiment le moteur de ma vie. Donc mon but cette année ça va surtout être d'évoluer, puisque je trouve que si on vit 10 ans, 5 ans et même quelques mois sans évoluer, ça veut dire qu'on n'a pas réellement vécu. C'est juste qu'on est un peu en mode automatique dans notre vie et qu'on n'est pas ouvert aux nouvelles connaissances. Je vais essayer cette année un peu de m'arranger, d'essayer de trouver des endroits où je suis logée, nourrie et des manières un peu alternatives de vivre. Et là mon premier problème actuellement c'est que je n'ai pas de lumière dans cet appartement. Il y a 2-3 lampes mais je vous montrerai la nuit, on voit clairement rien. Donc il faut que j'aille acheter des lampes et je vais vite vous raconter un peu comment s'est passée ma première journée à l'hôpital de la faune sauvage. Même si je pourrais pas vous mettre de photos et de vidéos étant donné que c'est vraiment confidentiel. Enfin c'est pas confidentiel mais c'est plus le fait que par respect on va pas filmer les patients. Même si j'ai déjà pris 2-3 photos pour ma famille, mais c'est comme des patients d'un hôpital pour humains, on les prend pas en photo parce qu'ils n'ont pas forcément envie. Et là les animaux on sait pas s'ils sont consentants ou non, donc par défaut on le fait pas et c'est pas le but. Donc maintenant je vais vous raconter un peu l'essentiel de ce que j'ai appris durant cette première journée. J'ai déjà premièrement appris le gavage d'oiseaux étant donné que c'est très important vu qu'il y a certains patients, donc des oiseaux pour la plupart, puisqu'il y a je sais pas combien de pourcentage d'oiseaux. Je mettrai un peu les pourcentages ici vu que je les avais vus sur le site, que je mettrai d'ailleurs en barre d'informations. Et c'est très important vu qu'il y en a certains qui ne peuvent pas s'alimenter par eux-mêmes vu qu'ils sont trop blessés, traumatisés ou je ne sais quelle raison. Donc on les saucissonne dans une petite serviette, ils ont chacune leur serviette. Et après on prend une seringue, on prend les graines dedans et on enfonce au fond du gosier. Donc après il y a une technique pour tenir le bec, on appuie un peu sur les extrémités pour qu'il entrouvre le bec. Moi j'avais trop peur de leur faire mal, du coup j'y allais pas assez franchement. Mais maintenant je commence un peu plus à prendre le coup de main même si c'est pas encore gagné. Donc les tâches qui me seront et qui me sont confiées sont pas vraiment les tâches les plus intéressantes on va dire d'un point de vue extérieur vu que j'ai aucune compétence vétérinaire dans les soins etc. Et tout ce que je peux faire c'est surtout du nettoyage ou des soins basiques. C'est à dire que vraiment la plupart des choses que je vais faire c'est du nettoyage de cage, du caca, remettre la nourriture, enlever l'eau, la remettre etc. Donc c'est pas le plus intéressant mais c'est tellement nécessaire et je sais pourquoi je le fais que ça me gêne pas de le faire. C'est pas comme les cours où j'avais un peu du mal à me visualiser certaines choses que j'apprenais, je me disais mais ça va jamais me resservir, du coup des fois j'avais un peu de mal à apprendre et à m'y mettre. C'est que là je sais tellement que c'est important, que c'est pour le bien-être des animaux qui sont devant mes yeux, que ça me gêne pas du tout de le faire même si je suis pas passionnée par la tâche que je fais sur le moment même. Et puis bon j'ai quand même une pression puisqu'à chaque fois il faut que je note sur la petite fiche est-ce qu'il a bien mangé etc. Et je sais que si je fais mal ces informations, même si c'est le bout de la chaîne, c'est pas forcément le plus important, et bien ça peut avoir des répercussions si je donne mal à manger ou même si j'oublie de donner à manger à un animal, il peut carrément en mourir. Donc c'est vraiment quand même une responsabilité. Donc je prends ça très au sérieux et j'espère que je serai pas trop tête en l'air là-dessus. Ensuite autre chose que j'ai appris c'est qu'il y avait pas mal de pigeons qui sont dans le centre qui ont le pox. Donc c'est une maladie, je ne la connaissais pas du tout, qui fait un peu des sortes d'excroissance sur leur visage ou sur leur corps. Donc c'est une maladie un peu cutanée à ce que j'ai compris. Et ça peut aussi en développer à l'intérieur de leur organisme, ce qui peut être très dangereux, voire mortel. Et ça peut se transmettre assez facilement entre eux, voire à l'homme. Donc nous on doit vraiment se laver les mains à chaque fois, ne pas mélanger leurs serviettes, c'est très important. Mais quand je fais des recherches sur internet, j'ai du mal à trouver des résultats. Donc je sais pas si c'est le réel nom de cette maladie. Mais en tout cas je connaissais pas du tout donc je vous le dis. Donc sinon à l'extérieur il y a des grandes volières avec les plus grands oiseaux ou les oiseaux qui vont bientôt être réintégrés à la nature. Et le psychologique c'est très important pour les animaux. Et d'ailleurs ils mettaient des doudous dans les petites cages par exemple de l'écureuil.
parce que il avait besoin un peu de compagnie et le psychologique est super important dans la guérison de l'animal. Est-ce qu'il va vouloir se nourrir ou pas, puisque dès qu'un animal se sent moins seul, il va plus avoir envie de survivre vu qu'il y aura l'aspect cognitif, enfin l'aspect psychologique plutôt. Si on est très heureux, on aura plus de chances de guérir étant donné qu'on aura plus la force intérieure. Enfin, je sais pas trop comment expliquer vu que c'est à la fois un aspect psychologique et un aspect physiologique, mais qui ensemble sont très importants et il ne faut pas nier l'aspect psychologique. D'ailleurs, c'est pas pour rien que je vais faire des études de psycho et j'aimerais bien être éthologue et c'est pour ça que il y a tout un lien entre ce que je fais vu que les animaux, le psychologique, le comportement et les deux sont liés, il ne faut pas oublier l'un des deux. Enfin bref, j'ai l'impression d'un peu m'embrouiller, mais ce que je voulais dire aussi c'est que dehors il y avait des sortes de chouettes, enfin c'est pas des sortes de chouettes, c'est des chouettes qui lorsqu'on rentrait elles feulaient, enfin un peu comme les chats quand ils font mais version chouette, et ça faisait un bruit un peu d'aspirateur ou de chasse d'eau, enfin c'était assez impressionnant, assez bizarre parce que c'était un gros bruit. Je crois que c'était la chouette effraie qui faisait ce bruit là, et après il y avait les hiboux grand-ducs qui faisaient aussi des bruits un peu impressionnants, surtout que c'est assez grand comme animal. Enfin bref, voilà le résumé de ma première journée. J'espère qu'elle aura pas duré trop longtemps cette vidéo étant donné que si chaque jour je fais des vidéos aussi longues ça va pas le faire. En tout cas j'ai bien conscience que c'est des animaux sauvages. Et c'est pour ça que j'essaye de pas trop être gaga, de pas être en mode oh mon petit machin, de vouloir les caresser. Parce que j'en voyais d'autres qui réagissaient un peu comme ça, même des gens qui étaient là depuis longtemps. Mais personnellement je me dis que comme c'est des animaux sauvages, il faut vraiment garder leur instinct naturel. Donc j'essaye de moins leur parler, de juste leur donner la nourriture et faire le minimum nécessaire, mais pas avoir de rapprochement intime, parce que je pense que ça peut être un peu négatif pour leur réinsertion après, même si c'est totalement humain et naturel de réagir comme ça, puisque c'est des gens très sensibles aux animaux. Mais bon, après je sais clairement, personnellement je vais bien craquer si je vois un bébé écureuil ou des choses comme ça, mais j'essaye quand même de garder une certaine distance, et pour l'instant j'ai l'impression qu'il y a quand même une distance qui s'est créée, patient et soignant. Donc bon après je me prends pour une soignante, donc en vrai j'ai aucune compétence, mais j'ai l'impression qu'il y a une certaine barrière et comme ça je serai pas trop affectée psychologiquement si des animaux meurent, parce que ça va forcément arriver et faut que je sois prête étant donné que je vais forcément un minimum m'attacher, je vais leur donner des noms dans ma tête. Donc quand ils mourront, il faut que j'ai quand même une certaine barrière et me dire c'est normal, on est dans un hôpital, donc c'est la logique des choses que certains animaux meurent et d'autres survivent. Donc voilà, j'essaie de garder un certain recul, même si pour l'instant je me sens un peu de trop étant donné que j'ai aucune compétence, je sais pas où sont les choses. Du coup je suis un peu collée au mur en attendant que les choses se passent, en observant, mais j'aimerais bien en savoir plus pour vraiment pouvoir passer à l'action. Donc là je vais aller acheter mes lampes et au revoir. Là ça fait 3 jours que j'ai travaillé et là c'est mon jour de repos et je vais vous dire un peu toutes les informations que j'ai accumulées au fil de ces 3 jours autres que celles que j'ai déjà dites dans mon ancienne vidéo, et je pense que le rythme d'information va baisser au fil du temps, ça va aller en décrescendo, et d'ailleurs heureusement parce qu'au bout d'un moment on a besoin aussi de les assimiler, donc là je les note parce que ça peut être utile, mais en soi c'est pas très grave si je retiens pas certaines choses que je vais dire là, vu que ça n'a pas d'impact sur les soins, c'est juste de la culture générale pour mieux comprendre les animaux qui arrivent ici. Alors déjà une première info qui peut être importante vu que ça peut concerner tout le monde, ce sont les bébés chouettes, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ramassent des chouettes juvéniles mais qui sont pas vraiment toutes petites, c'est-à-dire qu'elles ont quand même un certain volume, elles sont presque adultes mais pas totalement, et elles vont être au sol et les parents vont continuer à les nourrir, et ça c'est totalement normal. Mais sauf que les gens ils les ramassent parce qu'ils croient qu'elles sont tombées du nid et que ce n'est pas normal, tandis qu'en réalité les parents continuent à les nourrir, et c'est pas le seul oiseau si je m'abuse. J'avais vu ça sur internet aussi, qu'il y a certains oiseaux où au bout d'un moment les oiseaux soit ils se jettent du nid mais c'est pas encore le bon moment, soit ils sont par terre et les parents continuent à les nourrir, mais que parfois ça peut être une erreur de les ramasser puisque du coup après leurs parents vont plus les trouver. Et ils seront obligés de les donner à un hôpital de la faune sauvage où il y a des gens qui vont les nourrir eux-mêmes, mais le résultat n'est pas garanti. Donc si vous voyez un bébé chouette, je vous conseille d'appeler justement un hôpital comme ça et leur demander des conseils, ou alors vraiment de surveiller si le bébé a l'air vraiment en grande détresse, si les parents reviennent, s'il est très jeune. Enfin il y a plein de facteurs, mais il ne faut pas s'empresser de le ramasser.
Ensuite, une autre chose que j'ai appris, c'est de toucher le jabot pour voir si l'oiseau avait bien mangé ou pas. Normalement, si on touche, je saurais pas décrire vraiment où c'est sur un oiseau, mais c'est vers son cou. Et il y a une sorte de petite poche où on peut sentir les graines, mais sauf que j'arrive pas réellement à voir s'il a bien mangé ou pas. Je pense que ce sera avec l'entraînement, parce que là j'essaie de sentir, mais on est censé faire rouler entre les doigts et voir si on sent des petits grains. Mais là pour l'instant je ne sens rien du tout, mais dans la théorie c'est ça. D'ailleurs, pour attraper les oiseaux, je commence à prendre de plus en plus le coup de main. En fait, il faut qu'ils aient la vue cachée pour qu'ils soient plus calmes. Du coup, au début, on met une sorte de drap, enfin de petite serviette sur eux, et après on peut les attraper en sachant où est la tête. Et on les saucissonne dedans, enfin on fait comme un petit sushi et on laisse sortir la tête, surtout pour le gavage ou pour d'autres soins qui nécessitent d'avoir la tête sortie et qu'il soit assez calme, puisque forcément il va essayer de se débattre. Le tout en fait c'est d'être ferme mais sans être trop violent, trop ferme, puisque ça risquerait d'abîmer l'oiseau. Donc c'est vraiment un juste équilibre à trouver, puisque si on n'est pas assez ferme on va passer 30 ans à essayer de l'attraper, on risque aussi de le blesser. Et si on est trop brutal, eh bien on risque aussi de le blesser. Mais bon, je pense que déjà en 3 jours j'y arrive beaucoup mieux, donc je me dis qu'en 3 mois je devrais être une pro limite pour attraper les oiseaux et leur donner le gavage, etc. Et pour la pesée des hérissons, je trouve ça beaucoup plus simple quand ils se mettent en boule, parce qu'on peut les prendre vraiment comme ça, ils sont calmes. Tandis que sinon, surtout les petits, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas toujours ce réflexe. Du coup ils essayent de courir partout et il y a les pics qui rentrent dans les mains si on prend des gants pas assez épais. Parce que moi au début je prenais juste des gants super fins et donc je sentais bien les pics, mais bon je me disais c'est pour leur bien, donc j'oublie la douleur pour leur bien. Un autre problème concernant les juvéniles, c'est par rapport aux martinets noirs, vu que les parents font souvent les nids sous les toitures, ce qui fait qu'en été les toitures elles chauffent et les petits vont se pencher et tomber du nid, sauf que les parents ils continuent pas à les nourrir quand ils sont par terre, et donc ça crée des problèmes, puisque si on les ramasse pas, eh bien ils vont être mangés. Bon après ça fera le cycle de la vie, mais c'est sûr que si on en voit ça fait un peu pitié, on a envie quand même de le sauver, donc on peut se retrouver avec pas mal de martinets noirs dans un hôpital de faune sauvage. Bon, maintenant je vais dire un peu plus mon ressenti personnel par rapport à ces 3 jours. Déjà je pense que j'ai plutôt bien réussi à mettre une barrière entre les animaux et moi, même si c'est pas conscient, c'est vraiment quelque chose qui s'est fait naturellement. Ou alors c'est peut-être que je suis pas là depuis assez longtemps, parce que je suis pas encore vraiment imprégnée de l'endroit, c'est-à-dire que là je me sens encore comme une étrangère. Mais pour l'instant quand des animaux meurent, c'est vrai que j'ai rien ressenti, parce que je les vois vraiment comme des patients, enfin comme un animal que je dois soigner et pas un animal avec qui j'ai créé réellement un lien, pas comme par exemple mon chat ou un oiseau que j'avais récupéré mais que je nourrissais vraiment tous les jours, tout le temps, et où j'avais vraiment mis de l'espoir en lui pour qu'il survive. Mais là, c'est vrai que je l'ai fait assez naturellement, même si je me disais oui il faut à tout prix que je mette une distance, puisque même si je suis impactée moi-même ça va rien changer au fait que les animaux aillent mieux ou pas, ça va juste être négatif. Mais bon, la raison elle a pas trop sa place là-dedans, en général ça se fait très naturellement, le fait qu'on soit impacté ou non. Et je pense que dans tous les cas on se fait une raison au bout d'un moment, surtout les vétérinaires qui sont là depuis très longtemps. Mais c'est vrai que je pensais que j'allais être plus impactée par ça. Et puis bon, après je me dis aussi que si un animal on a tout fait pour le sauver et qu'il meurt, au bout d'un moment, voilà, c'est qu'il devait en être ainsi, on le donne au vautour, c'est vraiment un cycle de la nature. Sinon avant-hier j'ai une sorte de dilemme avec une chauve-souris qui avait une aile cassée, qui était à Nîmes, c'est-à-dire à environ 1 heure et quelques de route d'ici. Et en fait je savais pas si des gens allaient pouvoir la chercher ou pas, parce que la personne qui l'avait recueillie ne pouvait pas l'emmener ici, et normalement il y a des taxiphones, c'est-à-dire des bénévoles qui viennent les chercher. Et moi je savais pas trop s'il y avait réellement des taxiphones dans le coin, enfin s'ils étaient réellement actifs, parce que ça faisait déjà un certain temps qu'elle attendait. Et du coup je me suis dit, est-ce que moi-même je vais chercher cette chauve-souris, mais si je commence à rentrer dans ce cercle vicieux de toujours faire plus et toujours essayer de sauver le plus d'animaux possible, et bien je sais que je m'arrêterai jamais. Et au final, bon, j'avais quand même pris la décision d'aller la chercher, mais j'en avais parlé à la gérante, elle m'avait dit non mais c'est bon, le réseau taxiphone, il n'y a pas de souci, ils iront la chercher dans tous les cas. Mais c'est juste que j'ai commencé réellement à me poser la question jusqu'à où je pourrais aller pour sauver les animaux, c'est-à-dire vraiment faire tous les trajets pour rechercher les animaux dans le coin, faire des heures sup, etc. Pour l'instant c'est vrai que je suis assez carrée, j'essaye de vraiment faire les heures qui me sont données et pas plus, enfin après je pars.
de pas trop m'éparpiller. Mais quand c'est quelque chose qui nous passionne, c'est vrai qu'on a envie de faire plus. Mais en même temps il faut penser à soi, il faut penser, j'ai aussi des passions personnelles, j'ai aussi envie de développer certaines choses chez moi, visiter la région, faire d'autres choses plus personnelles. Et donc je me posais la question de est-ce que dans 3 mois j'aurai encore la même vision que maintenant, ou alors est-ce que dans 3 mois je passerai 24 heures sur 24 à l'hôpital. Donc on verra vraiment comment ça évolue. J'avais un peu de temps, j'allais me balader dans les environs et c'est vraiment super beau les Cévennes, c'est des paysages magnifiques, une faune et une flore assez différentes de ma région natale. Donc j'en profitais, bon là je fais ma belle clairement sur la vidéo, et j'observais un peu ce qu'il y avait autour de moi. Et aussi je prenais du temps pour dessiner puisque c'est quelque chose que j'aime énormément faire et dont je peux pas me passer. Salut, donc ça fait déjà une semaine que je suis ici et je vais pas faire de transition, je vais tout de suite attaquer le vif du sujet, ce que j'ai appris ces derniers jours. Donc déjà par rapport aux juvéniles, hérissons et écureuils, il faut leur stimuler la zone pour faire pipi, étant donné que les juvéniles n'ont pas forcément le réflexe de faire pipi tout seul. Peut-être que leur mère leur lèche cet endroit ou j'en sais rien. Mais surtout les écureuils, si on leur stimule pas avec un petit coton-tige, ils vont pas faire pipi. Donc là j'ai vu un bébé écureuil qui a fait pipi, ça a fait un jet d'un coup. Donc c'est vraiment très intéressant. J'avais déjà vu ça pour les hérissons mais je savais pas pour les écureuils. Surtout que les hérissons, à la limite, si on leur stimule pas, normalement ils font pipi quand même tout seuls. Ensuite on a un faucon fauve qui est mort, donc on a fait une autopsie et peut-être que c'est à cause du saturnisme, c'est-à-dire à une intoxication au plomb, mais c'est pas du tout sûr et ça c'est vraiment quelque chose qui m'étonne puisque je me doutais pas qu'il y avait autant de plomb dans la nature, surtout actuellement et à l'endroit où je suis. Du coup c'est vraiment quelque chose qui m'étonne et je pense que je vais me renseigner un peu plus sur ça. Et il y a une maladie aussi que j'ai découvert sur les chouettes principalement, mais normalement je pense qu'il y a d'autres oiseaux qui peuvent être atteints et même peut-être des humains, parce que l'étymologie du mot il me fait penser aussi à une maladie humaine qui fait des sortes d'abcès dans la gorge des chouettes qu'on est obligé de racler pour essayer de la soigner. Ça s'appelle la trichomoniose si je ne me trompe pas. Et ça me fait penser à une maladie humaine, je mettrai le nom aussi. Donc c'est pas très beau à voir, mais personnellement ça me dérange pas, enfin il n'y a pas grand chose qui me dégoûte à part les sortes de tripes de porc, enfin je sais pas trop qu'est-ce que c'était, mais il y avait quelque chose qu'on a donné aux vautours qui avait une odeur immonde. Mais sinon en général les choses que je fais ça me dégoûte pas trop, surtout je suis censée découper des poussins etc, donc faut pas être quelqu'un de vite dégoûté. Ensuite on a les chevêches et les scops que j'aime énormément puisque je trouve que c'est vraiment des animaux où on n'a pas l'habitude de les voir en action, c'est-à-dire que c'est des animaux nocturnes qui sont quand même relativement cachés dans la nature, donc on n'en voit presque jamais. Donc là c'est vraiment une chance de pouvoir les voir de près, même si ça veut dire qu'ils ont une maladie ou des problèmes. Et les chevêches, je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est pour intimider, elles montent d'un coup sur leurs grands chevaux, enfin vraiment elles montent sur leurs pattes. Mais c'est-à-dire que leurs pattes s'allongent et après elles rediminuent. Enfin, elles font comme des sauts mais sur place et je pense que c'est pour intimider. Mais je vous mettrai des vidéos si j'en trouve, mais c'est assez drôle. Et les scops, c'est des sortes de mini hiboux, je savais même pas que ça existait avant. Et quand ils sont au repos, quand ils sont en veille, on dirait vraiment des branches et on dirait pas le même hibou. C'est-à-dire que quand ils sont en veille, ils ont vraiment les yeux très plissés, ils sont tout petits et ils ressemblent à des branches comme 2 gouttes d'eau. Et quand ils sont en action ou qu'ils ont peur, ils ont des yeux grands ouverts, ils sont beaucoup plus volumineux et on dirait clairement pas la même espèce, tandis que c'est juste une sorte de posture de camouflage. Et je suis assez contente puisque maintenant j'arrive enfin à palper le jabot plutôt correctement, j'arrive à voir si l'oiseau a des graines ou pas. Bon, j'en suis pas à compter les canules, à être en mode il faut encore lui donner une canule et demie, mais déjà avant j'arrivais même pas à palper le jabot. En fait il faut qu'il soit un petit peu mou, c'est-à-dire qu'il y ait encore un peu de place, mais pas totalement vide, donc on sente les graines, qu'on fasse rouler entre nos doigts. Donc voilà pour la petite technique. J'ai aussi appris que d'autres rapaces faisaient des pelotes qui régurgitent un peu comme les chouettes. Par exemple j'ai vu une pelote d'aigle et je trouve ça assez intéressant parce que moi on m'a toujours appris qu'il y avait les chouettes qui faisaient ça, mais je savais pas que d'autres rapaces pouvaient le faire et en régurgiter. Surtout que ça peut être vraiment sympa à disséquer pour voir qu'est-ce que l'animal a mangé, donc je pense que ouais, c'est une info à savoir. Et sinon pour les pigeons, vu qu'on a beaucoup de pigeons dans le centre, il y a 2 espèces, il y a les pigeons bisets et les pigeons ramiers, et moi je connaissais que les pigeons ramiers de nom. Et les pigeons bisets je pense que j'avais déjà entendu, mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'on en entend moins parler, tandis que ceux dans les villes, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de pigeons bisets. Donc je vous mettrai les photos des deux pour que vous puissiez voir la différence, même si chaque pigeon est assez différent des autres. Ils ont chacun leur plumage qui se différencie, mais ils sont quand même assez reconnaissables.
Et je suis aussi assez contente parce que hier j'ai appris une nouvelle technique de gavage, c'est de mettre ses deux doigts comme ça, un peu comme si c'était le parent qui mettait son bec devant le bec du petit. Ça marche surtout pour les juvéniles, les pigeons juvéniles, pour les nourrir. Quand on fait ça et qu'on leur met nos doigts comme ça au-dessus de la tête, ils vont croire que c'est leurs parents, enfin je pense pas qu'ils croient vraiment ça, mais ils ont cette impression, ce qui fait qu'ils ouvrent le bec tout seul et on n'a pas besoin de les forcer à ouvrir le bec puisqu'on essaye quand même de faire le plus naturellement possible pour pas que ce soit trop traumatisant pour l'oiseau. Donc je vous retrouve un autre jour pour vous raconter la suite et au revoir. Voilà, le dessin est terminé et je suis assez contente du résultat et c'est pas un hasard que je fasse un animal, c'est juste que je suis forcément influencée par mon environnement et comme j'en voyais tous les jours, j'ai eu envie de plus en plus de faire des animaux. Maintenant j'ai aussi envie de faire des plantes, peut-être des champignons, tout ce qui est fonge, mais je verrai peut-être sous forme de cahier un peu naturaliste, on verra ce qui se concrétise comme idée. Et je voulais aussi vous montrer quelques images de la bambouseraie qui est dans les Cévennes où je suis allée et je vous conseille d'aller chercher au moins sur internet, voir un peu ce que c'est puisque c'est vraiment une bambouseraie qui est super reposante, en tout cas quand vous y allez et qu'il n'y a pas trop de monde. C'est un très bel endroit et d'ailleurs je vous laisse avec les images. Salut, je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager la suite de mes réflexions étant donné que je me pose beaucoup de questions, peut-être trop, j'en sais rien, mais sur le principe même de l'hôpital étant donné que je me dis que la nature s'autogère très bien et du coup pourquoi nous on vient s'immiscer là-dedans même si c'est moralement d'un point de vue humain en positif qu'on s'immisce dans le principe de la nature pour vouloir sauver des animaux, sauf qu'on utilise d'autres animaux comme des poussins pour les nourrir et c'est pour ça qu'il y a un principe qui me gêne un peu puisque dans la nature quand un animal meurt c'est pas qu'une chose négative, c'est justement très positif pour d'autres animaux, des vers, des insectes, des vautours et justement je me dis au final, est-ce qu'on ne devrait pas laisser la nature faire parce que la nature se gère très bien et on essaie toujours trop de mettre notre grain de sel dedans, que ce soit en positif ou en négatif et même quand on pense être en positif, parfois ça se transforme en négatif. Mais en même temps, je me dis que les animaux qu'on a dans le centre, parfois il faut les réintroduire si on veut garder la nature d'antan, mais en même temps la nature elle sait très bien s'autogérer comme je disais, donc même s'il y a des espèces qui disparaissent, il y en a d'autres qui vont prendre leur place, enfin il n'y aura jamais de vide dans la nature. Mais en même temps je me dis que dans le centre dans lequel je suis, il y a par exemple des vautours qui est une espèce qui n'est plus vraiment présente en France actuellement, même s'il y en a encore et c'est pour ça qu'on en a. Il faudrait essayer de plus en plus de la réintroduire vu que c'est une espèce extrêmement importante et d'ailleurs c'est vraiment mon animal préféré depuis que je suis dans le centre. Je me suis dit mais c'est incroyable les vautours comme je les aime énormément étant donné que je trouve qu'ils ont une certaine personnalité très curieuse, très douce puisque au final quand je leur donne de la nourriture avec mes doigts ils vont faire exprès de bien prendre la nourriture même si c'est tout petit parce que parfois je suis obligée de leur donner à la main sans me pincer les doigts et en même temps ils sont assez curieux du monde, ils aiment bien comprendre un peu tous les objets, quand on en emmène ils essaient de jouer avec leur bec, ils sont très joueurs. Bon, après en même temps c'est des jeunes qu'on a. Et puis en plus il est extrêmement utile dans la nature, il y a des espèces différentes de vautours, certaines qui vont plus s'attaquer aux tendons, d'autres aux os, mais dans tous les cas ils sont très importants pour faire disparaître les cadavres et les maladies qui y sont liées vu qu'il y a certains animaux qui étaient malades et qui sont morts et eux lorsqu'ils vont les manger, au final ça ne va pas les atteindre les maladies, leur système digestif qui est extrêmement puissant va les détruire et leurs excréments au final seront sains. Ensuite je me suis aussi posé la question de pourquoi je suis venue faire du bénévolat ici dans un centre qui accueillait des animaux sauvages et je me suis dit que autant les animaux domestiques on arrive à créer un lien avec eux, on reconnaît du coup directement leur souffrance, leur intelligence puisqu'on se sent proche grâce au lien d'affection et c'est pour ça d'ailleurs que la plupart des gens ne mangent pas du chien ou du chat mais ils vont se permettre de manger de la vache ou un animal qui mentalement pourrait être proche d'eux mais comme ils n'ont pas créé de lien d'affection avec ce genre d'animaux, et bien ça va moins les gêner. Et je me dis qu'au final c'est un peu pareil pour les animaux sauvages, c'est-à-dire qu'on ne crée pas de lien avec eux et c'est pour ça que les gens se sentent moins concernés par les animaux sauvages et qu'ils vont pas forcément s'ils croisent un animal sauvage blessé l'emmener dans un hôpital. Et puis moi je sens une certaine forme de justice étant donné que les animaux domestiques on a un lien avec eux donc les gens sont prêts à payer
pour les soigner, puisque c'est un peu comme un membre de leur famille, ils se sentent vraiment proches. Tandis que les animaux sauvages, on se dit oui, on les connaît pas, voilà, la nature se gère elle-même, tandis qu'au final, il y a tellement de dommages créés par l'homme, par exemple des cigognes ou des aigles qui se prennent des fils électriques. Nous, quand on utilise notre électricité, on se dit pas ok, à cause de moi, il y a une cigogne et il y a un aigle qui se sont pris les fils électriques. Et en soi, ce sera jamais à cause de nous directement, mais c'est à cause de tout l'humain en général, l'être humain, et c'est pour ça qu'il y a une certaine justice, je trouve, dans ce genre de centre, puisque justement on leur rend tout le dommage créé en essayant de les soigner, en essayant de casser, enfin non, de réparer les pots cassés, même si ce sera jamais à la hauteur de tout le dommage infligé à la nature. Je pense qu'il y a une certaine forme de déculpabilisation de quand on va travailler bénévolement là-bas. Ensuite, j'aime bien quand même l'aspect de réintroduction des espèces plus menacées, même si chaque animal qui arrive au centre, que ce soit un moineau, un pigeon ou un aigle, aura la même importance à nos yeux. Bon, après, je dis pas qu'au nom de la loi, au nom des autres associations, il aura la même importance, étant donné qu'un aigle, si c'est une espèce plus protégée, forcément on peut pas en faire n'importe quoi, il y a quand même des législations plus sévères, mais on va vraiment soigner tous les animaux, quels qu'ils soient, qui arrivent au centre. Et puis aussi, les animaux sauvages arrivés au centre sont en quelque sorte nos yeux qui nous permettent de voir tous les dommages infligés à la nature et aux animaux, et nous, on a envie d'être leur voix et d'élever vraiment leur souffrance en la partageant au monde. She got time and she knows what to figure out. This ain't in a dream, a place. Donc comme vous le voyez, je suis à l'hôtel actuellement et c'est ici que cette vidéo va prendre fin, et mon séjour aussi dans les Cévennes. J'ai décidé de l'écourter, ça fait environ 3 semaines que j'étais dans les Cévennes, étant donné que ça ne passait pas du tout au niveau relationnel et humain avec la gérante. Pourtant le projet, tout allait bien, tout concordait bien avec mes idées, mais le côté humain ne passait pas, et c'est super important, et je ne cautionnais pas du tout la manière dont elle me parlait. Donc c'est ça environ l'histoire en résumé. J'ai pas non plus envie de parler de ma vie privée et de créer des histoires sur les réseaux, mais c'est juste que je préférais quand même prévenir, puisque sinon ça faisait un peu bizarre dans la vidéo si je disais que je restais 3 mois, au final je reste 3 semaines, et j'ai envie de rester honnête jusqu'au bout. Donc maintenant je vais partir en Vendée pour étudier la migration des oiseaux avec la LPO. Donc dans tous les cas je suis contente de partir, puisque j'ai aussi d'autres aventures et je regrette rien du tout de ce que j'ai vécu, parce que j'ai beaucoup appris par rapport aux animaux, par rapport aussi à la psychologie humaine. Enfin, ça m'a fait grandir et toute expérience est bonne à prendre. Donc je regrette rien, et là je vais partir pour de nouvelles aventures, je vous emmènerai aussi avec moi. Et j'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à réagir en commentaire et à bientôt.